parler effectivement d'un certain nombre de sujets qui recoupent le thème, bien sûr, de cette session, en retenant quelques éléments qui ont été dits ce matin, notamment au début par Patrick Rimbert, qui disait on a une histoire et une géographie. Il parlait bien sûr de ce territoire. Vous allez voir que sur le territoire de la communauté urbaine Nice-Côte d'Azur et sur Nice, l'histoire et la géographie ont une importance particulière, non seulement dans l'histoire de ce territoire, comment il s'est constitué, mais aussi, en tous les cas, dans la construction du projet aujourd'hui que l'on a mis en place et que l'on est en train de développer dans le projet. Donc je vais commencer par ça, si j'ai bien compris. Voilà, je vais trop vite. Alors, ce rapport à la géographie, vous voyez cette vue aérienne, vous avez Nice au premier plan où vous distinguez l'aéroport de Nice. Vous voyez qu'elle est extrêmement présente et ce n'est pas un hasard si on a appelé ça les Alpes-Maritimes. Vous voyez le rapport entre la Méditerranée et puis les Alpes avec le Mercantour, le parc du Mercantour que vous voyez enneigé sur cette vue. Il faut savoir qu'entre la promenade des Anglais que vous avez au premier plan et les montagnes, les stations de sport d'hiver, vous avez 1 heure de trajet entre les deux. Et cette topographie a été extrêmement présente de tout temps dans le territoire. Une vue un peu plus étendue dans la spécificité de ce territoire. Dans la spécificité de ce territoire, vous voyez Nice avec un élément sur lequel nous reviendrons tout à l'heure, la plaine du Var. C'est le siège de l'opération d'intérêt national dont parlait Patrick Rimbert à l'instant. Le territoire monégasque, la principauté de Monaco, vous voyez, petit territoire, mais il faut savoir que c'est 20 000 emplois jour qui se déplacent sur ce territoire depuis Nice. L'Italie, bien sûr, avec une histoire proche en ce territoire. Et puis Sophia Antipolis, vous savez, première technopole qui avait été créée d'Europe, qui constitue là aussi, encore aujourd'hui, un pôle d'emploi extrêmement important, mais créé sur des modèles d'aménagement de territoire un peu spécifiques. Et puis, encore une fois, le relief, la topographie extrêmement présent sur le territoire. Alors, un peu d'histoire. Vous verrez qu'à la fin de mon propos, on reviendra à cette carte. Nice a été rattachée à la France en 1860. On a fêté le 150e anniversaire l'année dernière. Il faut savoir qu'on a une tradition forte rattachée au comté, aux États de Savoie, plutôt tournée vers la Savoie et Verturin, avec une grande influence. Et ça a déterminé d'une manière très très forte comment la façon dont le territoire s'est organisé, s'est développé, comment les échanges et la mobilité s'est organisée sur ce territoire, et le rapport, là encore une fois, entre le littoral et ce qu'on appelait avant l'arrière-pays, ces échanges ont toujours été déterminants dans la constitution de ce territoire. Alors une petite vue sur le territoire niçois qui conforte ce que je disais. Vous voyez le peu de place que représentent les surfaces plates, la plaine, qui est toujours tout de suite bordée par la topographie. Et cette topographie, évidemment, elle a été très présente, je le disais, dans l'occupation humaine, dans l'organisation de ce territoire. Vous avez quelques vues de villages perchés qui sont organisés sur ce territoire. Et puis, ce territoire a été, je dirais, du fait de sa géographie, de sa topographie, source de création de tout temps. C'est-à-dire qu'il y a eu, on le voit au niveau, par exemple, des ouvrages d'art. Vous avez un magnifique exemple en bas de l'écran à gauche, où il y a eu une inventivité liée à cette topographie de tout temps, et liée d'ailleurs à la mobilité et au transport en commun. Il faut savoir que ce territoire, le département qui représente aujourd'hui le département des Alpes-Maritimes, était un des territoires de France les mieux dotés en transport en commun et notamment en réseau de tramway au XIXe siècle, au début du XIXe siècle, avant le développement de la voiture. Et vous avez une petite carte qui montre, et on pouvait se rendre en tramway dans beaucoup de sites de montagne aujourd'hui qui font partie de la communauté urbaine d'ailleurs. Une vue aérienne de Nice, de la ville de Nice. Donc vous avez
à gauche l'aéroport de Nice, élément extrêmement important. Nice, comparativement, on en parlait à midi avec Marc Barani, mais Nice n'a pas les caractéristiques d'un port, comme peuvent l'avoir Marseille, Barcelone, bien sûr, ou encore Gênes, mais a les caractéristiques d'un aéroport. Et cet aéroport, c'est la deuxième plateforme aéroportuaire de France après Paris. C'est 10 millions de passagers par an. Et ça a une importance déterminante aujourd'hui dans les enjeux de ce territoire, puisque c'est un aéroport qui est en cœur de ville et demain encore plus en cœur de métropole. Alors on a fait un petit exercice il y a 3 ans, quand je suis arrivé avec la nouvelle équipe municipale et que j'ai eu en charge donc, l'urbanisme, les transports, les travaux, le foncier. On s'est dit, ce territoire, il a des particularités. Il ne doit pas se positionner contre Marseille, contre Barcelone. Enfin, ça serait complètement illusoire et puis un peu ridicule entre nous. Par contre, il a des particularités, et notamment sa topographie, son histoire. Donc, essayons de comprendre ces particularités et essayons de travailler à partir de ça. Donc, on a fait toute une série de petits exercices. Je vous montre quelques exemples. Mais comment le rapport entre la plaine, on est sur Nice, comment le rapport entre la plaine, partie plate, et puis le collinaire, a engendré tout le réseau de voirie, comment s'est organisé et s'est développé l'urbanisme, et on voit la différence avec toute la problématique du pied de coteau, etc. Donc on a comme ça tout un atlas qui a été fait, qui nous a permis effectivement de mieux comprendre les systèmes et de travailler à partir de ça. On se rend compte que cette topographie, dans les années 20, était présente, puisque là, vous avez un exemple de plan directeur qui avait été fait en 1929 par Cornudet sur l'extension de Nice, dans la plaine du Var notamment, et on voit que la topographie, là aussi, est un élément déterminant. Autre élément de compréhension de ce territoire, c'est sa localisation. Je le disais tout à l'heure. Alors, c'est un territoire qui a souvent fonctionné comme le bout de la France. Vous le savez, on est vraiment frontalier avec l'Italie, tout au bout, au sud-est de la France. L'avantage aujourd'hui, et c'est l'autre image à côté, c'est qu'on est là aussi, alors d'autres le sont bien sûr, mais si on regarde par rapport à la Méditerranée, on a une position qui est quand même assez intéressante. Et si on rajoute à ça notre aéroport, deuxième de France, je le disais, avec une connexion par rapport là à la Méditerranée, mais au monde, ce matin c'était une des thématiques qui était évoquée aussi, on a 160 destinations internationales, quotidiennes qui fonctionnent. On voit que ça change la donne et que c'est un élément important. Ça, c'est les thématiques, ça, c'est une caractéristique. Il faut savoir que sur le littoral azuréen, en gros, 80% de la population est concentrée sur une bande de 20 km, ce qui représente à peu près 1 million d'habitants. Et puis, ces cartes montrent que ailleurs, c'est le vide. Vous verrez qu'on a pris des positions un petit peu différentes en renouant avec ça, avec ce qu'était ce territoire, et je renvoie à l'image du début du comté de Savoie, en passant qu'il fallait absolument, dans l'organisation de ce territoire, non pas se préoccuper simplement des parties denses du littoral, mais avoir une logique nord-sud et remettre en liaison les parties arrière, moyen et littoral. Ça nous a permis d'élaborer toute une série de programmations urbaines, alors sur Nice et bien sûr aussi à l'échelle de la communauté urbaine. Là, vous avez Nice, avec des points de développement. Là, 3 sont symbolisés sur cette image. Une partie centrale, j'y reviendrai, qui s'organise à partir notamment de la ligne 1 du tramway, pour laquelle Marc Barani a fait le terminal du dépôt du tramway, qui a eu le prix de l'équerre d'argent. Une partie à l'est qui s'organise autour du premier fleuve qui irrigue Nice, qui est le Paillon, qui a été couvert en grande partie au cours des années 60-70 par manque de stratégie foncière, c'est-à-dire qu'en gros, on était dans une économie qui était une économie essentiellement résidentielle. En gros, on avait le soleil, pour faire simple, le soleil qui attirait, et puis du terrain. Les gens voulaient venir, et donc c'était un système de promotion immobilière qui fonctionnait. Et donc, dès que la collectivité publique voulait réaliser
projet structurant, palais des congrès, etc., ben, il n'y avait pas le foncier nécessaire, donc on prenait un bout du fleuve, on couvrait, et puis comme ça on avait une collection d'équipements qui se faisait. Dernier secteur stratégique, c'est à l'ouest de Nice, c'est la plaine du Var, deuxième fleuve de Nice. Alors c'est un fleuve un peu particulier, puisque c'était la frontière entre la Provence, la France, et le pays niçois, le comté de Savoie, ce qui explique que ce fleuve a gardé des configurations naturelles. Alors, bien qu'il y ait beaucoup de choses qui soient venues se greffer dessus, mais quand même naturelles, et par exemple qu'il y a très peu de ponts sur ce fleuve, tout simplement parce que c'était une frontière jusqu'en 1860. Le travail qui a été fait, c'est de déterminer au niveau de la ville des pôles de centralité. Et à partir de là, bien évidemment, le premier exercice a été de bâtir un schéma de transport à horizon 30 ans. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas d'engager des lignes de tramway ou autres sans avoir une vision d'ensemble sur 30 ans, parce qu'on ne peut pas raisonner autrement sur un territoire comme celui-ci, en raison, entre autres, des contraintes liées à sa topographie. Donc un schéma global qui a été élaboré dès 2009, qui a été approuvé en conseil communautaire, qui a permis effectivement de travailler sur l'intermodalité entre le fer, donc les trains, avec notamment le TER régional, les lignes qui continuent à fonctionner avec l'arrière-pays, soit vers l'Italie, la Roya, soit dans la plaine du Var, avec le train qu'on appelle chez nous le train des Pignes, qui relie Nice à Digne, et qui était vraiment le train qui a mené les denrées sur la Côte d'Azur, sur le littoral. Le tramway, bien sûr, avec les futures lignes de tramway qui sont engagées. On vient d'engager la ligne 2 actuellement, qui permettra de relier le port de Nice à l'aéroport et à l'opération d'intérêt national. Et puis, les bus, bien sûr, et puis tous les systèmes alternatifs qu'on développe, et une réflexion que l'on mène sur le train. Alors le train, très important, vous savez qu'il y a des projets de TGV en cours. Là aussi, on est à peu près les derniers. Ce matin, le maire de Nantes disait qu'ils n'étaient pas reliés au TGV, qu'il y a des difficultés. Bon, ben, nous aussi, il y a un programme de TGV, mais qui devrait arriver aujourd'hui. RFF nous dit 2029, voilà. On ne sait pas si c'est entre 2029 ou 2040. Il se trouve que, compte tenu de l'aéroport que l'on a, pour nous, l'enjeu, ce n'est pas tellement d'être relié à Paris par le TGV en 5h25 ou 4h55. L'enjeu, il n'est pas là. Pour nous, l'enjeu, c'est la liaison sud, c'est-à-dire Barcelone-Gênes. Celle-là, elle est fondamentale pour nous. Et Marseille, bien sûr, au milieu. Donc, on s'est rendu compte que Gênes, enfin l'Italie, en tout état de cause, était en train de réaliser leur TGV, alors qui n'est pas un vrai TGV, puisque c'est un système pendulaire qui est un peu moins rapide que le TGV, mais qui va quand même à un rythme assez élevé. Et ce système va arriver à la frontière italienne, à Vintimille, en 2018. Donc ça veut dire que si on est capable d'aménager les 30 km qui séparent Nice à la frontière, Nice sera en 2018 à 1h15 de Gênes et à 2h de Milan et de Turin. Enfin 1h30, 1h45, vous avez les horaires. Donc vous voyez l'enjeu qu'il y a. Donc dans notre programme et dans nos discussions avec l'État, nous avons réussi à obtenir que cet aménagement serait réalisé. Et on a passé des accords avec l'Italie et entre autres avec les villes de Gênes pour mettre en place ce dispositif qui est un enjeu déterminant pour nous et qui viendra compléter notre système de déplacement. La Principauté de Monaco est partenaire de ce projet puisqu'elle est bien sûr intéressée au premier degré par la desserte de son territoire et donc elle sera cofinanceur de ce programme. C'est un enjeu vraiment déterminant pour nous parce que ça va permettre entre autres de faire que Nice et l'aéroport de Nice soit l'aéroport de Gênes, c'est-à-dire que les Génois seront connectés à l'aéroport de Nice, et par contre, le port de Gênes deviendra le port de Nice. C'est un élément extrêmement déterminant à l'échelle des territoires européens. Ça n'aurait pas été possible de mettre en place ce dispositif sans une diversité de l'offre, et donc je parlais du tramway, etc., du programme global, du TER, mais on a développé évidemment des modes autres
et notamment de proximité, on a été la première ville à mettre en place en avril dernier les voitures électriques en autopartage, c'est-à-dire que comme les vélos bleus, qui sont enfin les vélos en libre service, hein, comme il y a les Vélib à Paris, on les a sur Nice, mais en plus on a des voitures électriques aujourd'hui qui sont fonctionnées, que vous pouvez prendre, louer comme des vélos. Et alors là, tout ce dispositif s'est accompagné d'une politique tarifaire extrêmement volontariste. Compte tenu de la géographie, là encore une fois, les habitants avaient un attachement très fort à la voiture. Ils l'ont toujours, hein, je vous rassure, mais très fort. Donc il s'agissait non pas seulement de mettre en place une offre alternative, mais aussi d'avoir un élément qui incite à y aller. Et donc on a mis un système tarifaire à 1 euro, c'est-à-dire quel que soit le trajet que vous faites en transport en commun, que vous preniez le tramway ou que vous preniez le bus à l'aéroport de Nice et que vous alliez en Italie, enfin à la frontière, dans le département, que vous alliez aux stations de sport d'hiver, ça coûte 1 euro, pas plus. Ça a permis un transport d'usage de la voiture sur les transports en commun de 20%, ce qui est énorme. Et ça a permis effectivement d'asseoir toute la politique de mobilité sur le territoire. Je parlais de la géographie, Marc Barani en parlera tout à l'heure. On voit bien qu'au XIXe siècle, il y avait une inventivité très forte et que ce territoire, comme il a suggéré, je dirais, comment dire, comme il a nourri la création des artistes, hein, pour en citer là aussi quelqu'un qui est cher à Marc, c'est Klein, le travail de Klein, mais d'autres artistes qui sont venus travailler sur ce territoire et qui ont été vraiment enrichis par ce territoire. Le travail, on voit bien là aussi sur les ouvrages d'art que je montrais tout à l'heure, le terminal du tramway de Nice est un travail là aussi où la géographie a nourri le projet d'une manière importante et en inverse, le projet, lui, a nourri et a été enclencheur de tout un dispositif de valorisation du centre-ville autour de l'axe central. Hein. Si vous continuez au nord, vous arrivez au terminal du tramway de Marc Barani. Sur cet axe central de Nice, qui est vraiment l'artère principale de Nice, il y a toute une série de programmations de projets qui se développent depuis, avec le Paillon, le fameux Paillon qui a subi pendant des années une série d'aménagements et qui a coupé complètement la ville baroque que vous avez au premier plan, hein, le vieux Nice, la vieille ville, de la ville 19e qui s'est développée de l'autre côté, avec aujourd'hui, vous aviez il y a encore quelques mois, un parking en silo dessus qui date des années 70, une gare routière, etc. Aujourd'hui, nous avons démoli la gare routière, nous démolissons le parking le mois prochain et nous réalisons sur cet axe un grand parc urbain de 13 hectares qui est réalisé par Michel Pénat comme paysagiste sur ce projet et qui remet le lien entre les deux morceaux de la ville qui avaient été complètement coupés et qui donne là aussi un mode d'usage et de mobilité en ville, piéton en l'occurrence là, qui est important. Quelques vues du projet, je passe vite. Deuxième élément, on investit énormément sur l'axe, sur les gares. Les gares sont des éléments fondamentaux. Et hélas, au cours des dernières décennies, il s'est créé du vide. Ce que j'appelle du vide, non pas du vide spatial, mais du vide urbain, en termes d'urbanité, autour des gares. Donc on réinvestit ces espaces. Ici, c'est l'ancienne gare des chemins de fer de Provence, dont je parlais tout à l'heure, le fameux train d'Épines qui va jusqu'à Digne. On a lancé, il faut savoir que la gare elle-même a été délocalisée il y a 20 ans, 30 ans, un peu plus loin, et que cet espace, vraiment en cœur de ville, était complètement désaffecté depuis 30 ans, et ça servait de vague parking à voiture. Là, nous réinvestissons tout ce site de 2 hectares avec un programme mixte où on retrouve à la fois des équipements publics, une halle marchande, puisqu'on a le plus grand marché de fruits et légumes de Nice qui se déroule devant, un multiplex, des logements étudiants, des logements libres, des salles associatives, des équipements sportifs. Et c'est le groupe ING qui avait gagné ce projet
avec Bernard Erechen comme architecte. Et ce projet est en cours de réalisation. Donc quelques vues du projet. Ça, c'est le deuxième pôle. Alors ça, c'est les premières esquisses. C'est la gare centrale de Nice, où là, nous avons un projet avec Gare et Connexion et Dutilleul, Jean-Marie Dutilleul, sur ce programme, là aussi, de reconnexion, d'intermodalité entre la ligne 1, vous voyez le tram qui passe, qui existe aujourd'hui, et il n'y avait aucune liaison entre... C'est-à-dire le grand bâtiment que vous voyez là n'existe pas aujourd'hui, hein, et entre la gare qui est plus loin. Donc on réhabilite tout ce secteur avec une intermodalité directe au travers de ce bâtiment qui sera aussi un pôle commercial et qui permettra de revaloriser tout le centre. Un travail qui est fait sur l'espace public, important, avec des équipements majeurs. Et là, le tramway a été un élément aussi de déclencheur, comme c'est souvent le cas dans des villes. Vous avez la place Masséna en partie, qui a été réalisée par Bruno Fortier. La place Garibaldi, qui est la place royale turinoise, elle est vraiment à l'image turinoise, qui a été faite par Bruno Dumétier. Et puis les travaux qu'on fait sur le port de Nice aujourd'hui, qui sont faits par Stoa. Le port, la ligne 2 du port, va être le point de départ de la deuxième ligne du tram sur la place Île-de-Beauté. Et là aussi, c'est un prétexte de requalification urbaine, mais aussi de connexion en termes d'intermodalité de la ville. Bon, quelques vues du port. Ça, c'était le centre. À l'est, donc sur le Paillon, que vous voyez vaguement. Alors, ne vous étonnez pas s'il n'y a pas d'eau dans les espaces découverts. C'est qu'on est en Méditerranée et qu'on a un régime torrentiel. Donc, il n'y a pas d'eau en général, mais dès qu'il pleut, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. Donc là, on est totalement dans un tissu qui est fait qui est constitué, enfin bon, mal, mais qui est constitué, avec des équipements sur le Paillon, avec des friches SNCF importantes, avec toute une série d'éléments qui risquent de muter dans les années. On a évalué avec une étude qu'on vient de réaliser à une capacité de mutation dans les 15 ans qui viennent à 300 000 m² de chaunes sur ce territoire. Sur les 300 000 m², en gros, il y en a 100 000 qui sont sur des terrains dont on a la maîtrise foncière aujourd'hui. Donc vous voyez les enjeux et on travaille sur des réflexions. Donc voilà les réflexions que l'on mène aujourd'hui sur ce territoire, avec des projets qui vont être lancés et bien sûr des territoires qui sont aujourd'hui desservis par la ligne 1 du tram, avec les connexions avec le TER qui est... Dernier point pour ne pas prendre trop de votre temps, c'est la partie ouest avec la plaine du Var, bon, qui est symbolisée là en gris, avec l'aéroport. Il y a une opération d'intérêt national qui a été définie, qui est délimitée, qui fait 9700 hectares. Donc énorme. C'est la troisième, je crois, en superficie, si on met de côté la Défense. Le plateau de Saclay, en superficie, c'est une des plus importantes de France, qui prend non seulement la plaine, mais qui prend aussi les coteaux, ce qui nous semblait déterminant. Et sur les 9700 hectares, il y a 4500 qui sont sur la ville de Nice. Le reste étant sur les communes de la communauté urbaine, hein, dans l'enceinte de la communauté urbaine. Vous avez là une localisation qui montre ce que je viens de dire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on prend le littoral un peu large, on se rend bien compte que, compte tenu de la topographie, à chaque fois qu'on a une vallée, elle bute, elle est bloquée très vite, c'est des petites flèches, par la topographie. C'est le seul axe de pénétration, je dirais, dans le pays et dans le haut pays qui existe aujourd'hui, d'où l'enjeu, là aussi, de ce territoire très important. Une vue du territoire tel qu'il existe aujourd'hui. Donc on voit au premier plan, il y a encore de l'agriculture, du maraîchage essentiellement, qui était la vocation première de cette plaine, bien sûr, avec des terres assez riches. Et puis petit à petit, au fond, vous voyez des tours, c'est le centre administratif, et puis beaucoup de boîtes à chaussures, de commerces qui se sont installés dans les années 60, 70, 80 sur ce territoire. On a lancé toute une réflexion sur cet espace, évidemment. Il faut savoir qu'on a mis en place un établissement public d'État qui est chargé de gérer ce territoire, dans lequel les collectivités sont représentées et je représente la communauté urbaine au sein du conseil d'administration. Et on a fait une première étude avec Rem Koolhaas, qui était plus une étude de positionnement stratégique. C'est-à-dire, en gros, bon, on a un territoire, comment stratégiquement on peut se positionner. Bon. Il a défini un certain nombre de principes, ça c'est extrait, que vous avez ici.
quelques schémas, de dire on a un noyau historique de la ville existante, et puis on peut avoir des systèmes avec, au travers de pôles qui existent sur ce territoire, qui sont en noir, qui figurent comment on peut travailler à partir de là. Bon, une des propositions qui avait été faite, c'est travailler sur un principe de dorsale métropolitaine qui pouvait se développer sur une partie de ce territoire. Bon, on a évolué. À partir de cette base-là, on a fait travailler 3 équipes sur plutôt des études de définition. Ces 3 équipes étaient une menée par Adrian Guez de l'agence West Height. La deuxième, c'était une équipe menée par David Mangin. Et la troisième, une équipe menée par Josep Luis Mateo. Le travail, par exemple, d'Adrian Guez a été tout un travail sur comment on peut passer d'un système de protection des inondations fortement, je dirais, dominant au cours des dizaines d'années passées de digues, à un système beaucoup plus naturel, et comment accueillir du développement en ayant un fonctionnement naturel. En injectant, en prenant en compte des programmes inondables et injecter des programmes clés dans ce cadre-là, avec des programmes hors d'eau qui pouvaient se développer, ainsi de suite. Avec des principes qui ont été développés, évidemment. Ça, c'est Sera avec Mangin, qui ont travaillé avec ILEX, et qui ont travaillé sur des principes de mode d'urbanisation sur ce territoire. Je passe très vite. Ce qui nous permet d'engager toute la trame urbaine, vière sur le territoire, en desserte, et permettre d'accrocher petit à petit du développement, en sachant qu'on est sur des échéances de 15, 20, 30 ans sur ce territoire. Avec l'intégration aussi de la mobilité. Ça, c'est le stade qu'on est en train de réaliser. Le stade, vous le voyez, vous avez l'autoroute, le stade qui se développe, qui est fait par Villemotte, sur ce territoire, mais ce qui nous permet, en positionnant le stade là, de tirer toutes les infrastructures et de mettre en place toute la trame. Autre réflexion qui est menée aujourd'hui, c'est un site extrêmement stratégique, à proximité de l'aéroport, sur un 27 hectares de terrain que l'on maîtrise, que la communauté urbaine maîtrise, puisqu'aujourd'hui sont installés sur ces espaces-là un marché d'intérêt national qui n'a plus vocation aujourd'hui, en tous les cas, à fonctionner comme tel. Et donc, on a développé une réflexion avec Mathéo, qui est architecte en chef de la réflexion sur ce territoire. On voit là, sur cet élément, qu'on a un point d'articulation extrêmement important sur cet espace, avec un programme de futurs grands pôles d'échange métropolitains, avec le TER, la future gare TGV, les lignes de tram, les pôles d'échange que l'on peut avoir à 2 minutes de l'aéroport. C'est-à-dire qu'on descend de l'avion, on est directement dans le pôle, et on raisonne aujourd'hui sur un parc des expositions internationales, puisque la Côte d'Azur aujourd'hui, vous savez que l'économie touristique et le tourisme de congrès notamment est un élément extrêmement important chez nous en termes de recettes. Or, on a des palais des congrès extrêmement performants, Cannes bien sûr, Nice et Monaco. Par contre, on n'a pas de parc des expositions. Et les grands congrès partent à Barcelone, à Milan, etc. Aucun pays en Europe n'a la capacité d'avoir un parc des expositions desservi, comme il sera desservi à terme, par le 2e aéroport de France, demain le TGV, le TER, tout ça dans un rayon à 2 minutes. Donc Mathéo travaille sur cet espace actuellement, et une des grosses difficultés, et je reviens là à la topographie, puisqu'elle est récurrente chez nous dans toute notre problématique, puisqu'en plus on est en zone inondable, enfin susceptible d'être inondable. Donc un des gros enjeux de son travail, c'était de dire comment remettre du lien dans ces espaces qui sont aujourd'hui coupés par la voie de chemin de fer, par l'autoroute, par la promenade des Anglais, par la RN7, enfin bon, etc. Donc les espaces où s'est développée l'urbanisation, c'est des résidus d'infrastructures ferroviaires ou routières, et les infrastructures en général sont à des niveaux plus élevés que les terrains où s'est développée l'urbanisation, donc des difficultés. Donc, un des gros difficultés de sa réflexion, c'était comment mettre en relation ces espaces tout en réglant les problèmes d'inondabilité. Donc, cette petite coupe qui a l'air de rien, elle est géniale. C'est-à-dire qu'il nous a présenté ça il y a 1 mois à peu près.
Et elle permet, au niveau du traitement de l'espace public, de résoudre toutes les problématiques de lien et aussi d'inondabilité et de mise en relation des espaces, tout en intégrant et en permettant l'accueil des équipements et des programmes qui sont très denses sur ce territoire. Donc je vous présente les éléments. On est vraiment sur l'espace public, le traitement de l'espace public, mais voilà, c'est vraiment un travail de dentelle qu'il a su développer, ce territoire, par rapport à la topographie. Bon, quelques vues, vous voyez la densité du programme. Vous avez la gare en partie centrale qui est en pont au-dessus, avec l'intermodalité qui va se développer sur ces éléments, et puis le parc des expositions et les centres d'affaires qui vont avec, qui se développeront, des vues en... On est vraiment sur les bases de travail, là, hein, qui sont développées, mais vous voyez l'intelligence de son travail qui permet de mettre en relation les espaces, en sachant que le tramway, bien sûr, la ligne 2 du tramway passe au milieu, là, et permet de connecter l'aéroport. Dernier point important, ce territoire des Alpes-Maritimes, enfin de la communauté urbaniste Côte d'Azur, est un territoire qui était, je dirais, qui avait vécu très longtemps sur son mythe. Le mythe, vous savez, de Brigitte Bardot, de la Côte d'Azur, des éléments du 19e, etc. Et puis ce mythe a un peu jauni, les images ont un peu jauni. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que strictement d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue social, il fallait absolument réagir. Et c'est l'objet de tout ce que je viens de vous présenter. Mais pour ça, il fallait rattraper le retard très vite. Lancer les infrastructures de transport, d'intermodalité, lancer les programmes en termes de logement, etc., qu'il fallait développer. Or, ce n'est envisageable dans des délais si courts que si la gouvernance correspond aux projets et aux ambitions. Donc, on est passé en très peu de temps, en 6 mois, il y avait une communauté d'agglomération. On a transformé la communauté d'agglomération en communauté urbaine, ce qui lui a permis à la communauté urbaine d'avoir plus de compétences, et notamment des compétences en matière de transport, déplacement, mais d'urbanisme aussi. Donc d'avoir des visions globales en matière de développement. Et aujourd'hui, il y a 25 communes qui sont dans la communauté urbaine. Au 1er janvier prochain, nous allons être le premier territoire de France à devenir métropole. Métropole au sens des textes aujourd'hui. Nous avons délibéré à l'unanimité des communes concernées et des intercommunalités la semaine dernière sur cette question. Et nous allons avoir le périmètre que vous avez là en métropole. Ce qui permet de regrouper 46 communes. Et vous voyez qu'on renoue là à nouveau, et c'était indispensable si on veut avoir un développement, alors pour utiliser des termes un peu à la mode, un développement durable, mais pas durable au sens des capteurs solaires, hein, durable au sens de faire en sorte de mettre en place les dispositifs en termes de mobilité, d'intermodalité, mais aussi en termes d'économie et de logement, faire en sorte que ce territoire soit accessible durablement aux populations. C'est ça l'enjeu. Et la mise en relation, renouer les liens entre le littoral et le haut pays, c'est un atout et je dirais une nécessité absolue pour nous de pouvoir le faire, puis ça donne une richesse au territoire, une spécificité importante, en sachant que dans ce territoire de métropole, on combine, et je reviens à ce que je disais au début, en moins d'1 heure, vous avez la Méditerranée, 2e aéroport de France, vous avez les stations de sport d'hiver et le parc du Mercantour avec les 46 communes. On devient transfrontalier, donc on s'ouvre à tous les financements européens en matière de programmes transfrontaliers. Donc c'est des enjeux extrêmement importants. Je vous remercie.